یک ستاره در دویستانه تنین زنده ام هنوز صدای من نمرده ام شکستن سکوت یک هزاره در دویستانه Je m'appelle Alexandra Idrich, je suis avec un groupe local d'Amnesty International et la première personne que j'aimerais remercier c'est Sherazade Adib qui m'a contactée, qui a travaillé de façon absolument incroyable depuis juste 3 semaines. On fait ça en feu pour organiser cet événement-là. Donc on est vraiment honoré que Sherazade ait contacté notre groupe pour ça. Et puis j'aimerais remercier aussi Parvin Ramezani qui a aidé aussi avec l'organisation. J'aimerais remercier très chaleureusement toute l'équipe d'Amnesty Canada France, en particulier Nargès Guetek qui était vraiment là pour nous, qui a beaucoup fait. J'aimerais aussi remercier tous nos panélistes, donc Nima Machou, France-Isabelle Langlois, Julie Miville-Deschênes qui sont là pour nous ce soir. Et puis, évidemment, un immense merci à l'équipe de communication de Nargès Mohammadi. Donc, on était en contact avec eux pour toute l'organisation. Vous avez peut-être vu des affiches à l'extérieur. On prend des photos. Tout ça, ça va être mis sur les réseaux sociaux en Iran pour aider Nargès qui actuellement, malheureusement, est en prison. On aimerait remercier aussi le mari de Nargès, Taghi Rahmani, qui est lui aussi militant. C'est lui qui nous a donné les droits de diffusion de la projection et donc pour la toute première projection de ce film en Amérique du Nord, à ma connaissance. Enfin, on a eu beaucoup d'appui et d'aide des associations, donc de l'Association des femmes iraniennes de Montréal, de l'API et de l'Iranian Youth Circle. Voilà, donc, et merci à vous d'être là, parce que tout ça, c'est important. Ils vont le savoir en Iran, qu'on était tous là ce soir pour Nargès. Nargès, donc, est une militante de très longue date, une femme d'un courage absolument inouï, inspirante, et puis qui a donné sa vie à la lutte pour la liberté, pour les droits, pour la démocratie. Et donc, c'est très important que nous aussi, qu'on soit là pour l'appuyer, parce qu'un tel courage, il ne faut pas que ça soit en vain. Il faut qu'on l'illumine, il faut qu'on
qu'on le diffuse largement. Donc, le documentaire qu'on va voir ce soir, c'est basé sur un livre qu'elle a écrit. Elle a ensuite tourné ce documentaire dans des conditions extrêmement difficiles, en cachette évidemment, en Iran. Elle est en prison en ce moment, entre autres, à cause du documentaire. Donc, on va entendre des témoignages extrêmement poignants, puissants pendant ce film. Après le documentaire, donc, on va accueillir nos 3 panélistes qui seront présentés en plus de détails plus tard. Pour parler de la situation en Iran, du film et de qu'est-ce qu'on peut faire. Il y aura aussi du temps après le film pour quelques questions. Donc encore une fois, merci vraiment d'être là et je vous souhaite un excellent film. Bonne soirée. Merci beaucoup de vous être déplacés en grand nombre. Écoutez, je sais que c'est pas un documentaire qui est facile à regarder, mais c'est important pour nous d'exposer la brutalité du régime islamique en Iran. Vous savez que nous allons fêter, en fait nous fêtons déjà cette semaine, nous soulignons la mort de Mahsa Amini, cette jeune kurde qui a été tuée il y a un an pour un voile mal porté. Et on va aller, d'ailleurs, je vous invite à aller à la marche ce samedi qui est organisée entre autres par plusieurs groupes ici. Et alors qu'on souligne cet événement-là, c'est important pour nous de nous rappeler tout ce qui s'est passé et aussi de nous tourner vers l'avenir et de penser aux leaders qui existent de ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, dont Narges Mohammadi. Pour nous, c'est vraiment important de la faire connaître, elle et d'autres. Aujourd'hui, il y avait un article dans la presse de Laura Julie Perrault, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui a qualifié Narges Mohammadi de la femme la plus courageuse au monde. Et c'est vrai, en fait, Narges, qui est une ingénieure, qui est actuellement en prison, qui a monté ce documentaire, qui se bat en fait depuis plusieurs années pour les droits et libertés en Iran. Alors, nous sommes très honorés ce soir parce que Narges nous a écrit un message pour nous à l'occasion de la projection de ce soir. Et c'est Madame la sénatrice Julie Miville-Deschênes qui a accepté de lire. Alors, on va vous lire des extraits de son message pour vous, spécialement ce soir. Et on va mettre l'intégralité de son message après via le site d'Amnesty. Alors, je vous invite, Mme Julie. Donc, voici le message de Narges. Le mouvement révolutionnaire Femmes, Vie, Liberté, dirigé par des femmes, a émergé et a fait reculer le régime en le confrontant directement et en sapant ses fondements. Le mouvement Femmes, Vie, Liberté va au-delà des courants politiques. Il est répandu, puissant et possède différents domaines d'action pour sa survie et sa préservation. Les manifestations de rue ne sont pas ses seules expressions. Mais la rue, avec la présence des femmes sans voile, signifie une opposition explicite au régime, créant ainsi une scène de pouvoir pour les gens. La République islamique n'a pas réussi et ne réussira pas à contrôler la rue. J'ai dit à maintes reprises, et je le répète maintenant, que la rue est sous le contrôle et la volonté du peuple. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout du mouvement révolutionnaire et nous résisterons dans cette voie. Pour cela, nous avons besoin du soutien ferme de la communauté internationale. Je demande explicitement aux gouvernements occidentaux de faire des droits de l'homme une condition préalable à toute négociation. Sans cela, c'est une trahison envers les aspirations du peuple iranien. Je vous demande de soutenir les organisations de la société civile iranienne sans cesse réprimées par le régime. Je vous demande de lutter pour la libération des prisonniers politiques et idéologiques, car en enfermant les individus, c'est le peuple entier qu'on emprisonne. En terminant, je vous remercie sincèrement
Et c'est avec un cœur rempli d'espoir, d'amour et de vie que je vous assure de ma détermination à lutter pour la démocratie, la liberté et l'égalité. Je reste persuadée qu'un jour, vous entendrez la voix de notre victoire jusqu'à chez vous. Et c'est signé Narges Mohammadi, prisonnière divine, septembre 2023. Merci beaucoup, Julie. Quelle femme, hein? Quelle femme extraordinaire. Julie, je vais vous laisser vous donner quelques minutes, reprendre votre souffle. Je demandais à nos panélistes vos premières réactions. Nima, je vais commencer par toi sur le film de documentaire et aussi sur le message de Narges, ce qu'on vient d'entendre. C'est quand même incroyable. La femme qui a écrit ces lignes est sous la torture et en prison, et à tout moment, on peut aller même la tuer, et elle ose malgré ça dénoncer la situation, mais publiquement. Une des façons dont le gouvernement iranien essaye de faire taire le mouvement, c'est essayer d'en parler le moins possible. Quand à chaque fois qu'ils ont tué des gens, une des façons qu'ils ont utilisées pour menacer les familles, c'était il faut enterrer votre enfant en silence, en catimini. Il ne faut pas en parler, il ne faut pas parler de la torture, il ne faut pas parler de l'emprisonnement et tout. Et si vous n'en parlez pas, on ne va pas vous faire plus de dommages. Et vous vous imaginez, dans une situation pareille, cette femme, sous la torture, dans les mains des geôliers, elle ose porter un message. Elle est vraiment courageuse. Le fait, moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce documentaire, c'était l'importance de documenter, l'importance de marquer l'histoire avec des choses intangibles, avec des éléments qu'on ne peut pas retracer nécessairement, et l'importance de la mémoire pour ne jamais oublier qu'est-ce qu'on a vécu et vers où on veut aller. Moi, je pense que c'était un message très, très fort. Tout à fait. Oui, parce qu'il y aura une justice un jour. Il y aura une justice, oui. France-Isabelle, tes réactions? Bon, d'une part, je pense que c'est très touchant, c'est très troublant. Mais je pense que c'est aussi très, ou en tout cas, il faut que ce soit très inspirant. Des personnes comme Narges, il y en a d'autres, Nesrine Sotoudeh, les personnes qu'on a vues dans le documentaire, toutes les personnes dont on a entendu parler, y compris Mahsa Amini, ces personnes-là doivent nous inspirer. Et la moindre des choses, c'est qu'on soit là, qu'on participe aux manifestations, qu'on continue à participer, à appuyer ces personnes, ce mouvement-là, qu'on soit derrière eux. C'est effectivement, je ne répéterai pas ce qui a été dit parce qu'on a beaucoup de temps, mais je partage les impressions de Nima par rapport au courage et à la lettre qui vient de nous être lue. J'étais particulièrement aussi touchée par toutes les personnes qui ont été là et ce monsieur qui a passé quand même 37 ans en prison. Je crois comment imaginer, comment sortir. Il est certainement très marqué, mais il est quand même là, il est quand même encore capable de nous parler de son... Quelle force. Tout à fait. Aujourd'hui, il est malheureusement décédé, mais... Oui, Julie. Très, très brièvement, je dois dire que Narges, je ne la connaissais pas. Et ça montre bien qu'on sait qu'il y a de la répression en Iran. On lit tous les jours dans les journaux. Mais cette femme, je l'ai découvert parce qu'on m'a invité ici. J'ai lu un portrait dans le New York Times qui m'a complètement renversée. Cette femme a 2 enfants.
qu'elle n'a pas vu depuis qu'ils ont l'âge de 5 ans, a-t-on dit dans un cas 8 ans. En tout cas, elle ne les a pas vus depuis au moins 8 ans. Ils vivent avec leur père. Donc, elle a fait des choix pour son pays. Il y a un père qui est là, mais imaginez le tiraillement. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a effectivement aussi beaucoup touché le courage de cette femme. Et nous, on est ici dans notre pays sécuritaire avec des tribunaux. Bon, il y a des problèmes, mais là-bas, elle sort, puis elle se met à parler, puis elle rentre encore en prison et elle prend des risques. C'est incroyable, c'est difficile en effet à comprendre. Et en effet, ça montre bien qu'il faut se mobiliser. Parce que des femmes comme elle, vous avez raison de le dire, il y en a d'autres. C'est que ça met un visage sur cette répression terrible et ça met un visage aussi sur la force des femmes. Et évidemment, pour moi, à cause de mon passé et tout, et mon intérêt pour les femmes, des femmes comme ça, écoutez, Est-ce que vous étiez à la tête de la Fédération des... Conseil du statut Conseil de du la femme. statut de la femme. Alors évidemment, il y a des hommes et des femmes dans cette révolution qu'on a appelée la révolution féministe en Iran, mais ces femmes dont on a nié le corps, à qui on a dicté de se couvrir et tout, c'est quelque chose qui m'a toujours troublée énormément. Et je sais que maintenant c'est un mouvement beaucoup plus important, mais reste qu'au cœur de ce mouvement, il y a des femmes comme... Tout à fait. Puis vous mentionnez justement le fait qu'elle n'a pas vu grandir ses enfants. En fait, elle les verra peut-être pas grandir. Puis ça me rappelle Nasrin Sotoudeh, qui est l'autre militante de droits humains. On a fait un documentaire. On a vu son documentaire l'année dernière. Même chose. C'est des personnes qui vraiment se sacrifient pour cette cause-là. France Isabelle, vous êtes à la tête de Amnesty International Francophone Canada. C'est ça? Canada francophone, ça marche. Puis je veux vraiment juste ouvrir une petite parenthèse ici pour vous remercier personnellement, Amnesty, pour tout ce que vous avez fait rapidement, parce que quand je me rappelle, on s'est parlé, vous n'avez pas hésité à ce moment. Puis Alexandra, merci infiniment pour... j'espère qu'on aura l'occasion de collaborer, pas trop longtemps, je pense pas que ce régime va partir un jour. Est-ce qu'on peut dire que l'Iran vous tient occupé depuis... depuis quelques années, juste la dernière année, en fait, l'Iran a un piètre bilan en matière de droits humains. On ne compte pas le nombre de milliers de détentions. En fait, tout le monde a fait de la prison en Iran. Si vous êtes un intellectuel, un artiste, un professeur, on voyait le réalisateur Jafar Panahi, justement, qui est allé en prison lui aussi cette année. Seulement en 2002, on dénombre plus de 500 exécutions. Je pense que l'Iran détient comme la 2e place en matière d'exécution dans le monde. Et les exécutions sont utilisées comme un moyen pour faire peur, en fait, de répression, et ça n'a rien à voir avec la justice. En fait, il n'y a pas vraiment de système de justice. Comment vous voyez votre rôle, ce que vous avez fait, comment aussi les gens peuvent s'impliquer à travers Amnesty pour aider la cause de l'Iran? D'abord, Amnesty, c'est un mouvement international, c'est la plus grande organisation internationale de défense des droits humains à travers le monde. Je pense que le rôle des organisations de défense des droits humains, il y en a d'autres comme Human Rights Watch, Amnesty, très, très important. On est indépendant. Je pense que c'est important de souligner, on ne prend que l'argent des individus. On n'accepte pas d'argent des gouvernements. Il y a des endroits comme ici où ce ne serait pas si terrible d'accepter l'argent du gouvernement, quoique j'ai quand même connu les années Harper. Mais c'est bien pour marquer notre indépendance vis-à-vis tout pouvoir. Donc on a cette capacité, cette notoriété-là, cette réputation-là et cette capacité de documenter. L'importance de documenter, d'enquêter, de documenter les violations de droits humains. Il y a des pays, c'est plus facile, il y a des pays où c'est moins facile. Il n'y a pas de section d'Amnesty International en Iran, vous vous en doutez bien. Mais il y a des hommes et des femmes extrêmement courageux et courageuses en Iran qui font ce travail-là et qui communiquent avec nous. Il y a des relais partout, ça aussi c'est fascinant.
même en Corée du Nord, même c'est comment on réussit à faire sortir l'information et on analyse l'information et on a une force de pression. Donc c'est un mouvement international, c'est pas la petite section des 12 employés que nous sommes ici à Montréal, mais on est le relais. Nous, notre rôle, c'est de diffuser cette information-là, de mobiliser la population et bien sûr d'interpeller les pouvoirs, d'interpeller le gouvernement canadien pour l'Iran ou pour d'autres pays. Dans le cas de l'Iran, la situation est qu'il n'y a pas de relation diplomatique entre le Canada et l'Iran. Ça rend les choses un peu plus difficiles, mais n'empêche. Ça ne veut pas dire que le Canada ne peut pas rien faire. Et il y a des choses qui peuvent être faites. D'une part, il a des amis dans d'autres pays, donc il peut faire pression sur ses amis, il peut se liguer avec ses amis, les États-Unis, l'Angleterre, la France, peu importe. Mais ici aussi, il peut agir. Et donc, ce qu'on demande à tous les pays occidentaux, c'est d'accueillir les Iraniens et surtout les Iraniennes qui feraient des demandes d'asile, qui voudraient sortir du pays sans tergiverser et de les accueillir ici et d'assurer leur protection. Ce qu'on demande aussi aux pays, et là aussi le Canada peut jouer ce rôle-là, c'est de prendre tous les moyens pour traduire en justice les personnes, les autorités, les fonctionnaires qui commettent des violations des droits humains, de graves violations de droits humains, voire des crimes contre l'humanité. On parle de crimes contre l'humanité. Dans ce cas-ci, mais depuis 45 ans, il y en a eu beaucoup. Et les États peuvent faire ça. Il y a des personnes ici, ça nous a été dit, il y avait un excellent reportage à Radio-Canada hier, il y a des personnes ici sur le territoire canadien qui peuvent être traduites en justice. Donc c'est la pression qu'on exerce, donc c'est informer la population, mobiliser la population, interpeller les médias, maintenir la pression et être en dialogue donc avec le gouvernement canadien ici pour qu'il agisse le plus possible. Donc, voilà. Merci. Il y a beaucoup d'informations aussi sur votre site, puis vous soutenez en fait beaucoup d'actions, dont les manifestations, etc. Tout à fait. Donc il y a des actions urgentes, des pétitions, et ça fonctionne. Il y en a beaucoup de pétitions sur toutes sortes de choses, ça ne fonctionne pas toujours. Dans le cas d'Amnesty, les pétitions qu'on fait, ça fonctionne. Et peut-être la dernière des choses, même un gouvernement, un régime comme le régime iranien n'aime pas que les choses soient dites, soient sues. Tout le monde fait attention à son image et ça, c'est de maintenir une pression sur le régime. Et donc, c'est important de faire du bruit. C'est certain, malheureusement, qu'il y a des dommages collatéraux. Il y a des personnes qui vont être torturées, qui vont mourir du fait d'avoir parlé, mais c'est quand même en parlant, et plus on est de monde à faire du bruit, plus on est de monde à parler, plus ça dérange ces régimes-là, et c'est comme ça qu'on réussit à faire craquer ces régimes-là. Dernière des choses, une des grandes campagnes phares, c'est Écrire, ça libère. C'est un des moyens qu'on a, donc depuis très longtemps, où on demande aux gens d'écrire à des prisonniers, des prisonnières d'opinion. Et en fait, ce que ces personnes-là disent, et là je fais le lien avec ce qui nous a été dit au début, il y a des photos, il y a des images qui ont été prises, qui vont être communiquées à Narguez. Ça fait une différence pour ces personnes-là de savoir qu'à l'extérieur, il y a des gens qui parlent d'eux, qui les soutiennent, qui écrivent, qui se mobilisent, qui se rassemblent. Ça leur donne... C'est des personnes très courageuses, mais ça leur donne encore un petit boost pour continuer encore à maintenir le coup. Parce que comme ça nous a été dit dans le reportage, la pression psychologique, la torture psychologique, c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile à supporter. Absolument, absolument. Puis nous, on a travaillé beaucoup sur une campagne de parrainage politique avec Parveen, avec plein d'autres personnes au cours de l'année. Et ce qu'on nous avait rapporté, c'est qu'il y avait même, on les informait
en Iran en prison qui étaient parrainés ou marrainés par des personnalités politiques. Julie, donc il y a eu toute cette campagne-là. Qu'est-ce que du côté des gouvernements, des politiciens, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, alors je vais rebondir un peu sur ce que vous avez dit. C'est rassurant de savoir que les petits gestes, que la parole, aussi loin de l'Iran, peut avoir une influence. Parce que, comme parlementaire, on a l'impression d'avoir bien peu de pouvoir sur tout cela. Mais notre seul pouvoir, essentiellement, c'est la parole. Et quand c'est une parole publique, dans un parlement, on peut s'imaginer que quelqu'un en Iran va rapporter ces propos-là. Et donc, il ne faut pas sous-estimer probablement le symbole que ça porte. Alors donc, je fais partie de ces parlementaires qui ont parlé. Dans un premier temps, il y a eu les campagnes de parrainage politique. C'est Lima qui m'a traîné là-dedans. Et il y a à peu près une cinquantaine, je vous dirais, de parlementaires comme moi, surtout des députés, quelques sénatrices, qui parrainent un prisonnier ou une prisonnière politique. Et encore là, c'est symbolique, parce que ce n'est pas un parrainage dans le sens où on fait venir cette Iranienne ou cette Iranienne. De toute façon, ils sont en prison en général, on ne peut pas les faire venir du tout. Mais c'est l'idée de donner, encore une fois, un peu comme ce documentaire, un visage à ces prisonniers. Et donc, les médias sociaux sont très utiles. Il y a du relais, on en parle. Ces campagnes-là ont commencé en Europe, en Allemagne, et ici, quand même, ça va. Ça, à peu près une soixantaine, parce qu'évidemment, il y a des prisonniers qui sont libérés, il y en a d'autres qui sont emprisonnés. Donc, ça change un peu. Alors ça, c'est la première chose. Au Sénat, on a fait 2 motions. L'émotion, encore une fois, c'est une procédure qui est symbolique dans la mesure où, dans la motion, on demande des choses comme parlementaire. Le gouvernement est libre d'en tenir compte ou non. Alors, on a dénoncé, bien sûr, la répression terrible, ça c'est la première chose, mais ensuite, une motion un peu plus ciblée, et je vous dirais un peu plus controversée. Le Sénat a demandé que les gardiens de la Révolution soient considérés comme une organisation terroriste. J'ai beaucoup lu sur ces questions, j'ai parlé à beaucoup de gens, et c'est évident que, vous le savez, les gardiens de la Révolution, c'est une des milices paramilitaires les plus puissantes, les plus nuisibles au Moyen-Orient, dans d'autres pays, et évidemment, ils participent à la répression en Iran aussi. Alors, le gouvernement ne nous a pas encore dit oui. C'est pour ça que je vous dis, il faut être patient comme parlementaire, en prétextant que déjà plusieurs des gardiens de la Révolution sont considérés, sont déjà sanctionnés, et que de tous, qu'ils fassent tous partie d'un groupe terroriste, ça serait compliqué pour les simples recrues qui n'ont pas choisi d'être là. Je pense personnellement que c'est une excuse un peu faible, parce que ce ne sont pas les simples recrues qui viennent rentrer au Canada, qui déplacent des fonds, qui posent problème. Ce sont les hauts dirigeants. Mais pour l'instant, nous n'avons pas réussi à faire bouger le gouvernement là-dessus. Mais reste que ces différents moyens peuvent avoir une certaine portée. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Vous avez dit que vous avez fait beaucoup de lobby pour que le gouvernement agisse. Ce qu'on sait, c'est 2 choses. Le gouvernement a quand même utilisé son régime de sanctions de façon assez forte pour sanctionner, bloquer les avoirs d'Iraniens complices de violation des droits de la personne. Donc là-dessus, on peut dire qu'il y a du travail qui a été fait. Le gouvernement n'est pas complètement... Enfin, c'est à vous de... Moi, je ne suis pas ici pour défendre le gouvernement, je suis plus indépendante, mais il y a quand même des petites choses qui ont été faites. Et beaucoup de sanctions. Oui, exactement. Des sanctions, il y en a eu contre 156 individus, 192 entités, donc c'est pas rien. Pour un gouvernement qui a un peu de difficulté à faire fonctionner sa machine, là, il faut qu'il la fasse fonctionner pour s'assurer que ces gens-là soient sanctionnés dans les faits. Et la dernière chose, c'est notre frontière poreuse. Et ça, j'en ai beaucoup entendu parler par les membres de la diaspora, parce qu'on bloque des hauts responsables iraniens, on ne les bloque pas tous. Et il y avait cette histoire récemment dans les journaux que vous avez sans doute vu, un ex-ministre de la Santé du régime islamique qui a été pris par hasard
dans une image d'un reportage de Radio-Canada qui a été reconnu par quelqu'un, et c'est comme ça qu'on a su que ce À type Montréal. Là. était à Montréal. Alors là, c'est quelque chose parfois, les images de journalistes pris sur le vif. Il est parti discrètement avant qu'on lui demande de partir, parce que le gouvernement s'était saisi de la chose pour, évidemment, ne pas lui accorder son permis temporaire. Donc, différentes choses, pas autant qu'on le voudrait, et je pense que la pression est importante. Je pense qu'il faut pas que le mouvement, c'est difficile là-bas, les gens doivent se cacher, doivent changer leur méthode pour protester, mais ça ne veut pas dire que les problèmes sont différents, ça ne veut pas dire que la répression a arrêté, et ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher prise, même si c'est un pays souverain. Moi, comme femme, comme citoyenne, je trouve ça inendurable, comme l'Afghanistan, je trouve ça épouvantable, et je me dis que notre devoir serait d'en faire plus. Mais bon, on vit dans un monde normé, avec des règles, et elles ne sont pas toujours propices à la justice. Voilà. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Julie. Puis je tiens quand même à souligner que vous êtes une des personnalités politiques qui a été le plus impliquée au Canada sur cette. C'est grâce à Nima. Ben, Nima, justement, C'est plutôt la communauté iranienne. Mais on peut pas dire que tu es resté les bras croisés la dernière année. Beaucoup la communauté, tu es très engagée aussi personnellement. C'est quoi ta lecture de ce qui se passe en ce moment en Iran par rapport au mouvement Femmes, Vie, Liberté? Et aussi comment les gens peuvent soutenir? Ouais, beaucoup d'espoir, mais beaucoup d'inquiétude aussi. Beaucoup d'inquiétude parce que avec tout ce qui s'est passé en Iran pendant cette année, c'est pas la première fois que les gens se soulèvent en Iran. C'est pas la première fois que les gens protestent contre le gouvernement en Iran. Mais c'est la première fois où ça prend une ampleur, ça perdure. Premièrement, ça fait 1 an que ça dure. C'est la première fois que ça perdure, que ça a pris toute une ampleur, les différents pans de la société, différentes personnes, différentes actions qui ont été faites. Et ça a été très efficace sur la mobilisation. Quand on parle aux gens qui sont en Iran actuellement, ou quand on parle aux gens qui viennent d'arriver, ils disent qu'il y a quelque chose qui a complètement changé. Les gens ne sont plus les mêmes. Le mur de la peur n'existe plus. Les gens maintenant osent protester. Les gens maintenant osent, même si en 2 mois, il y a eu 600 personnes qui ont été tuées dans les rues, même si en 2 mois, il y a eu 20 000 arrestations de personnes. Donc le gouvernement a mis le paquet pour tout éteindre. Ou l'anniversaire, justement. Non, je dis les deux au début. C'est à cause de ça que là, les gens ont arrêté de sortir dans la rue parce que le coût était trop élevé. Mais maintenant, donc tout ça, ça a duré. Mais maintenant, c'est vrai, le gouvernement a tellement peur de ce qui va se passer en fin de semaine. Il a peur de reperdre le contrôle à nouveau, qu'ils ont commencé à faire des arrestations dans les familles des personnes qui ont tué. Donc l'oncle de Mahsa, par exemple, est en prison. Il y a des parents, des frères, des sœurs d'autres personnes qui ont été tuées qui sont déjà en prison. Le gouvernement a annoncé, il y a des cimetières qui sont barricadés. Le gouvernement a annoncé, vous n'avez pas le droit de vous recueillir sur les tombes de vos enfants, surtout pas celle de Mahsa. Ils ont annoncé que les routes seront fermées au Kurdistan. Couvre-feu, ils ont mis le paquet. Ils ont commencé à faire beaucoup d'arrestations au nord du pays, partout où ils pensaient qu'il y allait avoir des mouvements. Ils ont commencé à arrêter des gens. Il y a des prisonniers, des prisonniers qui sont à l'intérieur en train de faire la grève de la faim. Le Kurdistan a annoncé grève générale samedi le 16. Et donc, on est inquiet de ce qui va se passer, mais on sait qu'il va y avoir quelque chose. Les gens sont là, le courage est là, la volonté de changer le gouvernement est là, mais l'espoir est un peu perdu. On a un peu perdu l'espoir. On l'a eu beaucoup. D'avoir un changement à court terme. D'avoir un changement à court terme. Mais parce que le désir de changement est là, mais pour que ça se concrétise, il faut qu'il y ait une force qui rallie l'alternative politique pour présenter à ce gouvernement. Donc, Puis Narges le dit d'ailleurs, en tout cas dans son message intégral,
que ça prend justement à leadership. J'aimerais beaucoup entendre des réactions. On a un peu de temps pour prendre des questions. Puis aussi, je vais en profiter pour remercier les personnes qui ce soir sont là pour prendre les vidéos et les photos du Iranian Youth Circle. Je me rappelle plus des noms, je m'excuse. Je sais Behruz, nos amis iraniens, leurs noms. Elnaz, désolée. Ah oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps ce soir. C'est très apprécié. Est-ce qu'on a des réactions, des commentaires, des questions? Il est où Vahid? Il est encore là. As-tu un petit commentaire, Vahid, toi qui commentes tellement l'actualité en Iran? Ou une question ou une réaction par rapport au documentaire? On a le droit de parler ici. Oui, c'est une interaction. Oui, en fait, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Oui, j'ai vraiment apprécié le documentaire sur tous les détails qu'ils ont fournis concernant en fait la vie des prisonniers, à quel point la torture blanche peut être en fait nuisible. Alors, je voulais surtout faire un commentaire par rapport à ma lecture de ce qui est susceptible de se passer, surtout avec les mouvements de protestation. Si on regarde l'histoire des mouvements de protestation en Iran, plus les revendications du peuple ne sont pas remplies, ne sont pas en fait prises en charge ou sont ignorées par le gouvernement, plus la colère monte. Donc, ce que en fait Nima a dit est tout à fait vrai. Donc, les manifestations qu'on a vues donc l'année dernière ont été incomparables en termes de leur ampleur. Il y a une atmosphère alors je pense que désespoir, mais en fait une autre flamme va naître parce que la société iranienne ne peut pas vivre dans de telles conditions. Si on regarde ce que le régime islamique a fait en Iran en l'espace de 43 ans, en tentant, en essayant de faire l'imposition de l'islam, en imposant la religion, ils ont créé une société tout à fait laïque. Ils ont réussi à laïciser la société à force de vouloir la rendre très religieuse. Donc, alors, ce qui est important de souligner, c'est que l'écart entre la société et l'État n'a jamais été si grand. Même s'il y a un désespoir actuellement, il va sûrement y avoir une autre flamme. Donc, le mouvement révolutionnaire a été entamé. C'est juste une question de temps, que ça prenne peut-être 2, 3 ans ou 5 ans. Mais c'est sûr que le régime ne peut pas perdurer. Tout à fait, Ouais. absolument. Merci beaucoup. Qu'en pensez-vous? Alors, je suis tout à fait d'accord. C'est sûr que ça ne va pas s'éteindre. Et les gens le savent, et le gouvernement aussi le sait. C'est pour ça qu'il craint à ce point-là. Les gens n'ont plus peur. C'est vrai que cette fois, ce soulèvement, cette révolution est partie avec des revendications féministes, donc contre l'obligation du port du voile, mais a très très vite dépassé juste cet aspect-là. Et ce que les gens demandent dans la rue, c'est un changement de gouvernement. C'est rien de moins qu'un changement de gouvernement, laïcité, démocratie, et ils ne se contenteront plus de réformes. Pendant longtemps, à chaque fois quand il y a eu des révoltes, c'était sur des aspects économiques, sur des irrégularités au niveau des votes et tout ça. Donc c'était très ponctuel. Cette fois-ci, c'est global, c'est tout le système que les gens ont remis en cause. C'est un vrai mouvement, hein? C'est un mouvement. Et je dirais que moi, ce qui m'a frappé, c'est que ces femmes qui étaient effectivement obligées de porter le voile, qui l'ont enlevé, qui ont montré leurs cheveux, et ça a été un déclencheur dans la société. Donc ce sont les femmes, à cause de leur oppression propre, qui ont déclenché et qui ont fait que tous ces jeunes hommes, c'est quand même assez extraordinaire, que ces jeunes hommes, ces hommes plus âgés, tout, sont venus défendre aussi leur propre liberté, mais défendre aussi ces femmes. Et ça, pour moi, cette unité,
J'ai trouvé ça très très beau. Parce qu'effectivement, il y aurait pu avoir une coupure, il y aurait pu... mais évidemment, c'est un symbole fort, le voile. Alors, ces hommes sont venus dire que ces femmes avaient le choix. Et je sais pas, on me disait que, bien sûr, les manifestations ont diminué et tout, mais on voit encore beaucoup de femmes dévoilées en Iran, dans les images et tout. Et donc, ces femmes, d'abord, sont très courageuses parce qu'il y a eu quelques mois où la police des mœurs ne les arrêtait plus. Là, on se disait, youpi, il y a eu une espèce, peut-être que on se disait, c'est peut-être planifié pour faire baisser la tension, mais les arrestations ont recommencé, apparemment, pour le voile, et elles chantent. Le chant est interdit, Oui. la danse est interdite. Les gens font tout ce qui est interdit. Alors moi, la question du chant, vraiment, ça m'émeut. Nargès, d'ailleurs, est chanteuse elle-même. Et à travers le chant, c'est un peuple qui s'épanouit. Et c'est très important, on le sait, la musique. Oui, ben oui. Il y a une tradition Et alors, importante. tout ça, dans ce que je découvre, je connais bien plus l'Iran, contrairement à vous, mais bref, je souhaite à ce mouvement qui est un peu moins visible de reprendre de la force, bien sûr. Absolument, absolument. On va organiser une visite de terrain une fois que le gouvernement va changer. On a hâte de retourner. Est-ce qu'il y a des réactions, commentaires? Oui, c'est mon frère. On va lui donner la parole. Ben, je voulais juste vous partager quelque chose que j'ai lu, donc c'est pas de moi. Parce que là, on parle d'espoir, tout ça. Je trouve ça intéressant. J'ai lu récemment que les dictatures qui tombent, 15 minutes avant qu'elles tombent, tout va bien. Donc, il ne faut pas perdre l'espoir. Tout à fait. Je l'ai vu, cette citation-là, moi aussi. Non, c'est ça, l'espoir est important. Et c'est vrai. On peut penser à la chute du mur de Berlin que personne ne prédisait. On savait qu'il y avait des réformes, mais c'est vrai. Et je pense aussi que la dureté de la répression est à la hauteur de la révolution en cours. Ça démontre que ce régime sait qu'il est menacé et il se sent menacé. Et c'est vrai que les manifestations dans la rue ont cessé parce que le prix était très lourd, mais la révolution et les manifestations autrement ont continué, perdurent, parce que c'est effectivement juste de ne pas porter le voile, juste de danser, juste de faire un pause, juste, c'est des actes qui peuvent faire en sorte qu'on est arrêté, torturé, tué, etc. Donc, ça demande beaucoup de courage et il y a ça. Et en fait, on pourrait se dire pourquoi le voile, à un certain moment, tant qu'à faire autant de bruit, tant qu'à être partout dans les médias à travers le monde, et, bon, pourquoi ils ne font pas un geste, pourquoi ils ne font pas quelque chose pour cesser. Bon, qu'est-ce que le voile? Vous pouvez... Mais c'est qu'un symbole, en fait. Ils savent très bien que c'est pas fondamentalement ce que les femmes et les hommes d'Iran demandent, c'est un état de droit, la liberté, un changement de régime. Alors, c'est à ça que le régime résiste. Juste que le voile, c'est visible. Voilà. Donc, c'est vrai. Symbole visible, vas-y. Et ça semble être peut-être, ça peut ressembler à un acte de désobéissance civile un peu anodin, mais ce n'est pas du tout anodin. Ça remet, chaque fois qu'une femme sort dans la rue sans voile, c'est qu'elle remet les fondements du système en cause et elle s'en moque. Et elle s'en moque allègrement. Et c'est ça qui est important. Pour briser la dictature, ça prend des gestes où on montre à l'ennemi qu'on est plus fort que lui. Et ça fait partie de ces gestes-là. Bonjour. Moi, je tiens à saluer la dame qui a fait ce documentaire et les gens qui ont témoigné.
ça demande beaucoup de courage pour être face aux caméras, et puis il y a des conséquences. La parole, quand elle est connue, diffusée, il y a une conséquence, et c'est grave pour les familles, pour les personnes. Moi, j'ai confiance, certes, je ne suis pas iranien, j'ai eu l'occasion de visiter l'Iran, et puis je suis du Maghreb, je suis algérien, donc, mais comparativement, j'étais toujours intéressé dans le rapport la religion et l'État un peu, et puis l'expérience de l'Iran, la théocratie de l'Iran, certes, ça a impacté la société. Peut-être elle a plus sécularisé la société. Donc, comparativement à d'autres sociétés, peut-être je vois la société iranienne, surtout la place de la femme, elle a plus évolué comparativement à d'autres sociétés où les gouvernements apparaissent comme laïques, parce qu'elles sont travaillées par l'intégrisme des autres sociétés. Donc il y a plus de conservatisme dans d'autres sociétés du Maghreb. Enfin, c'est mon appréciation, c'est une impression. J'ai eu l'occasion de discuter avec certains, même y compris celles qui sont un peu peut-être pratiquantes, mais quand même, quand tu vois les femmes dans les restaurants, comment elles s'assoient dans l'espace public, quand même il y a de la musique. Hein. J'ai eu l'occasion d'aller à un musée de musique à Ispahan, et c'est formidable, c'est mixte, et puis ça chante, et puis les jeunes, les filles, c'est des jeunes pratiquement, des jeunes filles, des jeunes garçons, et puis c'était formidable. Même ça m'a étonné, et puis j'ai eu l'occasion de discuter avec un jeune musicien. Il était heureusement francophone, et je lui dis, est-ce que le gouvernement subventionne ce musée? Il m'a dit non, c'est pas les mots-là qui vont subventionner la musique. Mais quand même, s'il y a une envie de changement dans la société, quel que soit, et j'ai beaucoup d'espoir, c'est-à-dire, et ça aura beaucoup d'impact sur les autres pays où il y a toujours un rapport confus, et surtout avec la religion, même des États prétendument laïcs qui utilisent un peu l'intégrisme quand ça fait leur affaire. Hein. Oui. Même les pays occidentaux utilisent ça. Hein. Il ne faut pas utiliser ça. Les rapports avec l'Arabie saoudite, les monarchies du Golfe, quand ça fait notre intérêt, donc on utilise l'intégrisme pour laisser les populations dans l'ignorance. Oui. Mais c'est un grand marqueur, hein, la position des femmes dans des sociétés culturellement ou sur un plan religieux musulman, c'est quelque chose. Absolument. C'est un grand marqueur. Hein. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous, hein. Puis je trouve que ça rejoint beaucoup ce que Vahid disait tout à l'heure sur le fait, la réaction, dans le fond, une société réactive, justement, en régime d'imposer la religion. Donc, les gens qui sont laïcs,